C'est un entretien enregistré avant l'annonce qui a coupé le souffle et les jambes de pas mal de familles pratiquant l'instruction en famille. Celle de la fin annoncée de notre droit à tous de choisir l'éducation de nos enfants. En attendant de savoir si la liberté, républicaine elle aussi, d'instruire nos enfants dans la bienveillance et la douceur du cadre familial va finir par gagner, je vous propose de rencontrer une famille nomade, celle de Valérie. Pratiquante de l'instruction en famille avec ses 3 enfants, cette maman solo, oui, c'est possible, a décidé d'offrir à ses enfants une vie faite de découvertes d'autres cultures, en voyageant en mode immersion. Et ce n'est pas tout. Valérie a aussi décidé de faire confiance à ses enfants pour leur éducation. Pas facile de lâcher prise. Et pourtant, ils sont tous les 3 en unschooling. Alors comment Valérie est-elle arrivée à l'apprentissage naturel, comme le disent les Québécois? Est-ce que ça marche vraiment? Et comment voyager avec des enfants unschoolers? Bienvenue dans Libres enfants, libres parents, le podcast qui explore les voies d'une éducation différente pour les enfants et leurs parents. Je suis Alexandra Rans, auteure et réalisatrice, et vous écoutez l'épisode numéro 2. C'est parti! Bonjour et bienvenue Valérie. Pourrais-tu s'il te plaît pour commencer te présenter, toi et ta famille? Bonjour Alexandra, merci de m'avoir invitée. Alors, je suis Valérie, maman de 3 enfants de 17, 12 et 5 ans et nous entamons notre 4e année d'instruction en famille. Donc il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans, nous sommes partis en tant que famille nomade digitale puisque je travaille sur le web et pendant 3 ans, nous avons donc voyagé dans le sud de l'Europe, en Asie, un peu partout et c'est comme ça que j'ai commencé l'instruction en famille avec mes 3 enfants. D'accord, et c'était une volonté, avant, une fois que vous les avez accueillis, vous aviez pensé tout de suite à l'instruction en famille? Enfin, vous y aviez déjà pensé avant cette expérience ou c'est venu avec, l'envie de voyager? C'est venu avec l'envie de voyager parce qu'avant, je ne savais même pas que c'était possible, en fait, de faire, entre guillemets «l'école» à la maison. Heu, voilà, en plus j'ai moi-même travaillé pendant 10 ans dans une école maternelle puisque j'étais ATSEM, donc je connaissais bien le milieu scolaire, mais je ne savais pas qu'il était possible, d'instruire ses enfants à la maison. Or en France, l'école n'est pas obligatoire, c'est l'instruction qui est obligatoire. Et donc c'est en ayant ce projet justement de voyage autour du monde que l'instruction en famille de toute façon s'est imposée et que j'ai découvert, tout cet univers. Alors qu'est-ce que vous aviez eu envie de donner à vos enfants en préparant ce voyage? Quel était votre objectif? Alors plus qu'un voyage même, c'est un mode de vie, puisque nous sommes toujours nomades, bon un petit peu coincés en France en ce moment avec, avec le coronavirus. Donc on attend un petit peu que ça se termine, en espérant que ça se termine assez vite. Mais le but, c'était de changer de vie, tout simplement, de voyager, tout en travaillant pour moi et en découvrant plein d'endroits pour les enfants, en découvrant plein d'expériences aussi. Et voilà, pour moi, c'était important de leur montrer un petit peu comment vivent les autres cultures, aller à la rencontre des habitants locaux, de découvrir des langues, voilà, plein de nouvelles choses. Alors comment s'est passé, ces moments d'instruction en famille? Est-ce que vous suiviez une méthode ou est-ce que vous étiez en liberté totale? Comment est-ce que vous avez démarré? Alors, le démarrage, alors pour mes 2 grandes, la plus grande avait le niveau 4e, la cadette avait le niveau CE2, oui CE2. Donc la première année, je leur ai pris des cours par correspondance, parce que, j'étais très formatée à l'époque et en fait, j'avais peur de ne pas pouvoir y arriver, de ne pas pouvoir les instruire correctement, qu'elles aient des lacunes, et je voulais qu'elles aient un suivi en fait, correct, qui suive un peu, le programme de l'éducation nationale. Mon plus jeune avait 2 ans, donc la question s'est jamais réellement posée. Lui, il était libre, mais ça a beaucoup changé par la suite. Ah oui, justement, comment est-ce que ça a changé et qu'est-ce qui vous a fait changer? Alors en fait, depuis 1 an, mes 3 enfants sont en unschooling total, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun cours. Donc voilà, de la première année jusqu'à la 4e,
je me suis relâchée, tout simplement parce que j'ai observé mes enfants et que j'étais donc très très présente. La première année, voilà, c'était les cours par correspondance. La deuxième année, c'était plutôt des cours avec des manuels, tout ce qu'on trouvait sur Internet. Donc c'était beaucoup déjà moins formel. La troisième année, c'était un mix voilà, de formel et d'informel, enfin d'apprentissage autonome. Et voilà, cette année, c'est vraiment un schooling total. Parce que je me suis rendu compte que bah, obligée à apprendre une leçon par cœur, déjà ça portait à conflit avec mes filles. Et puis même elle me montrait voilà, à quoi ça sert, pourquoi je dois apprendre ça, quel intérêt je vais avoir tout de suite avec cette leçon, pourquoi je dois apprendre du par cœur alors que je ne vais pas m'en servir tout de suite. Et puis j'ai vu que bah, à côté, en fait, ils apprenaient énormément de choses. Euh, pour le coup, mon fils a toujours été en unschooling, parce que je ne lui ai jamais fait de cours formels. Et je vois qu'à 5 ans, il commence à savoir lire, mais c'est venu tout seul, par D'accord. curiosité. Et donc, voilà, je me suis posé toutes ces questions, je les ai observées, et ça nous a fait changer. Et du coup, comment vous organisez, vos journées? Est-ce que vous avez un emploi du temps fixe ou comment ça se passe? Non, justement, on n'a plus d'emploi du temps. Euh, alors, l'unschooling, c'est pas non plus laisser les enfants libres, voilà. C'est leur apporter un environnement riche, en fait. Et en fait, voilà, je les observe beaucoup, je discute beaucoup avec eux, et je suis leur passion, tout simplement. Euh, voilà, ma grande, c'est déjà, voilà, 17 ans, elle sait déjà le métier qu'elle veut faire. Elle veut travailler dans l'animation 3D. Donc, elle a le projet là, en ce moment, elle a déjà commencé de créer un film qui va mélanger film, alors, un court métrage, hein, un film avec une partie animation, dessin animé. Et bah voilà, je la soutiens à fond dans son projet. Donc, elle apprend, en fait, ils apprennent vraiment du côté pratique. Là, elle a écrit le scénario, elle est en train de tourner, elle a trouvé des petits acteurs bénévoles. Et elle va s'occuper de la partie animation, du montage, voilà. Et ma cadette, bah, c'est pareil, elle est fan d'Harry Potter, donc bah, elle a lu tous les Harry Potter. Et puis j'essaie de trouver des activités en rapport. Je lui propose, c'est toujours dans la proposition, et puis eux apprennent de toute façon par eux-mêmes facilement. D'accord, et donc vous leur proposez des activités, après eux, ils s'en emparent ou pas? Et puis, ça doit être tout le temps du coup de la recherche, de la remise en question pour vous? Voilà, bah, je vois en fonction de leurs intérêts, donc c'est vrai que ça prend du temps, voilà, pour les parents, parce qu'il faut pas mal observer, être assez disponible. Mais bon, les grandes se gèrent maintenant, elles sont autonomes, hein, donc elles se gèrent assez seules. Et puis le petit, par exemple, voulait apprendre à lire, donc je lui ai proposé la méthode des alphas, qui fonctionne très bien, mais je ne vais pas lui dire, voilà, tous les jours à telle heure, on va faire cette méthode, c'est à sa demande. Et là, je vois, ça fait 2 3 mois qu'on ne l'a pas fait, parce que voilà, l'été, c'était plus piscine, jeux libres. Et je vois que là, il a voulu s'y remettre et il n'a rien perdu, au contraire. Il commence à savoir lire des syllabes. D'accord, et comment est-ce que vous envisagez pour l'avenir pour votre plus grande fille? Donc si elle a déjà choisi son métier, est-ce qu'elle a en vous sentez qu'elle a envie de rentrer dans une école et donc du coup, est-ce qu'il y aura des diplômes, des examens à passer? Oui, alors, pour ce qu'elle veut faire, là, elle est en train de passer le bac en candidat libre. Donc, D'accord. elle a passé déjà les épreuves de français en septembre, parce que ça avait été repoussé. Et en fin d'année, elle a toutes les autres épreuves du bac en candidat libre, donc il n'y a pas de contrôle continu. Euh, mais elle le fait parce qu'elle est motivée justement, qu'elle sait voilà ce qu'elle veut faire. Elle veut rentrer dans une école d'animation, donc ce sont des écoles privées. Et certaines demandent le bac, d'autres non. Il y a un concours d'entrée de toute façon. Donc là, elle va le faire et elle se met à fond. Elle travaille tous les matins exprès pour préparer tout ça. Et en fait, c'est ça enfin, les apprentissages informels, c'est qu'un enfant lorsqu'il va étudier, il va savoir pourquoi et il y aura la motivation derrière.
Il va pas étudier juste pour avoir des bonnes notes, juste pour faire plaisir aux parents, pour faire plaisir aux enseignants. Il va étudier vraiment pour lui parce que, voilà, parce qu'il sait ce que ça va lui apporter par la suite. Et ça marche? Vous sentez vraiment votre fille motivée? Parce que ça doit pas être évident de passer du homeschooling à l'apprentissage de maths et français pour le bac, non? Bah, ça va, oui, ça va. Elle, bah, il y a beaucoup de sources sur internet, donc elle trouve pas mal ce dont elle a besoin. Elle discute aussi avec d'autres jeunes qui passent le bac comme elle en candidat libre. Donc ils se font des petits groupes, ils se font des petites révisions communes. Et voilà, moi je lui mets pas la pression. Je lui dis voilà, tu fais, tu fais ce que tu peux. Et il y a toujours possibilité après même d'apprendre en ligne. Enfin bon, il y a pas mal maintenant de possibilités sans passer forcément par le brevet, le bac. Voilà, c'est aussi le plus difficile, le homeschooling, c'est pour les parents de se déscolariser en fait, parce voilà, on a connu que ça. Pour la plupart. Et le plus dur, c'est de lâcher prise. Mais quand on lâche prise, on voit que finalement, un enfant est très curieux et ne va pas passer ses journées à ne rien faire. Et qu'ils vont apprendre très vite et qu'ils deviennent très vite autonomes aussi. Justement, c'était ma question sur vous, votre héritage en termes d'école. Est-ce que vous aviez, aimé l'école? Pas du tout? Est-ce que ça a compté dans votre choix? Alors oui, justement, voilà, quand j'hésitais entre le formel et l'informel, j'ai réfléchi à mon parcours et c'est vrai que je me revois jeune, en train de m'ennuyer à l'école. Voilà, au collège, je me souviens, je m'asseyais au fond, au fond de la classe, j'écrivais des poèmes sur mon cahier. J'aimais beaucoup écrire déjà. Et, voilà, j'écrivais beaucoup. Je n'écoutais que lorsque le cours vraiment m'intéressait. Donc j'avais des notes vraiment très très moyennes. Mais ensuite, lorsque je me suis dirigée vers une voie qui me plaisait, bah, je me suis retrouvée une des premières de la classe parce que là, j'étais vraiment intéressée. Et le problème, c'est que en classe, tous les enfants, je sais pas, ils sont une trentaine, ouais, entre 25 et 30 par classe, tous les enfants doivent apprendre la même chose au même moment et avancer tous ensemble alors que on est tous différents et que certains enfants vont préférer, vont mieux comprendre et préférer le français par exemple, d'autres les maths. Et pourquoi insister? Moi, j'ai été dégoûtée des maths par exemple parce que on insistait, mais ça ne rentrait pas. Alors qu'on me l'aurait laissé libre, peut-être que plus tard, quelques années plus tard, ça m'aurait intéressée, je m'y serais vraiment mise. Donc en fait, c'est ça, voilà, c'est voir tout ça. En plus, tous les diplômes que j'ai passés ne me servent pas aujourd'hui, puisque j'ai travaillé pendant ouais, presque 20 ans dans la petite enfance, j'ai commencé tôt. Et aujourd'hui, je suis rédactrice web, donc rien à voir. Il y a 5 ans, je me suis reconvertie. Et voilà, on est à une époque où on peut facilement se reconvertir, trouver des formations, voilà, changer de voie professionnelle aussi. Donc, c'est ce que je dis à mes filles. Voilà, si vous, un jour vous voulez changer de voie professionnelle, c'est assez simple de nos jours. C'est sûr. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre relation avec vos enfants? Est-ce que vous sentez que ça a changé quelque chose, cette, manière de fonctionner? Oui, c'est beaucoup plus apaisé. Parce que, parce que au final, je les ai écoutés, puisque c'est ma grande, au tout départ, il y a 4 ans, hein, qui me parlait déjà des écoles démocratiques qu'il y a en France. Hein, c'est des écoles où il n'y a pas de programme, justement, il y a des accompagnants qui aident les enfants à aller au bout de leur projet. Donc elle m'en a parlé très tôt, mais je n'étais pas prête à ce moment-là. J'avais trop peur. Et puis, mais à force d'en discuter, voilà, de les observer, c'est venu petit à petit. Et effectivement, maintenant, je vois ma cadette qui n'est pas du tout scolaire. La relation est beaucoup plus apaisée, il n'y a plus de tension. Je l'écoute beaucoup. Et voilà, si elle a des projets, ben, je l'accompagne aussi. Et voilà, je me dis, ok, elle fait pas de maths en ce moment, parce qu'elle aussi, voilà, c'est pas du tout les maths son truc, Senti. mais j'ai laissé tomber, sachant que là, par exemple, en ce moment, on est dans un écolieu, en fait, dans le sud de la France, pour plusieurs mois, et avec que des enfants, justement, à unschooling. Et ils ont eu l'idée de faire un petit restaurant. Donc voilà, voilà, ils ont eu l'idée de prendre des fruits, des légumes et de cuisiner tout ça.
et de les vendre, aux parents, aux différentes familles. Donc ben, en gros, elle a fait des maths sans s'en rendre compte, parce il a fallu qu'elle calcule les proportions, il a fallu qu'elle calcule le prix de revient, mais du coup, voilà, elle fait des maths sans s'en rendre compte, mais des maths pratiques, je dirais. Ah, en effet. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cet écolieu? Ça s'appelle, Campus Génération, c'est ça? Ça s'appelle Campus Génération. Alors, ce n'est pas vraiment un écolieu dans le sens où, bon, à part un potager, voilà, on fait pas vraiment, il n'y a pas de permaculture et tout ça pour l'instant. C'est plus sur de petits villages de familles en unschooling. Donc, on est une dizaine de familles résidentes. Et puis, les gens peuvent venir dans la partie camping, en fait, voilà, pour passer quelques jours, quelques semaines. Ce sont uniquement des familles en unschooling ou il y a aussi d'autres familles? Et qu'est-ce que ça vous apporte en fait d'être, ensemble? Alors, il peut y avoir des familles qui sont en instruction en famille un peu plus formelle, hein, qui viennent. Certains enfants sont scolarisés aussi, puisque le unschooling, c'est aussi respecter le choix des enfants. Donc, bah, par exemple, chaque année, je demande à mes enfants s'ils veulent être scolarisés, enfin, en tout cas cette année, puisqu'on était en France, mais ils ont refusé. Mais il y a des enfants ici qui préfèrent être scolarisés, donc ils vont à l'école. Et bah, le fait d'être plusieurs familles, en fait, on est comme des voisins, hein, les uns à côté des autres. Bah, les enfants ont une vie sociale très riche, et du coup, et, et ils peuvent faire des projets communs, des projets solo, des projets à deux ou trois. Voilà, c'est beaucoup plus riche. L'environnement est beaucoup plus riche du coup. Ah oui, en effet. Et du coup, ma question, c'était comment est-ce que vous réussissez, concrètement à être, une maman qui accompagne ses enfants et aussi une professionnelle? Est-ce que c'est difficile de jongler entre, les 2 côtés? Alors, ça fait un an que je suis seule avec eux. euh, et effectivement, c'est pas facile. C'est très fatigant, mais depuis que je suis dans cette structure, justement, c'est beaucoup plus simple parce que bon, on fait des échanges de garde avec les autres mamans, ce qui fait que bon, en ce moment, j'ai toutes mes matinées pour travailler. Une maman garde mon fils, le plus jeune. Mes filles, elles sont vraiment autonomes, donc toute la journée, enfin le matin, voilà, elles font un petit peu, enfin elles vont au bout de leur projet, elles font des activités. Et l'après-midi, je me consacre qu'aux enfants. Donc, il n'y a pas de programme établi, je fais en fonction de leurs envies du moment. Là, mon fils était à fond dans la pâte à modeler avec ses copains. Donc là, cet après-midi, on a décidé de faire de la pâte à sel, de refaire ce qu'ils ont fait la veille en pâte à sel, de cuire et ensuite de peindre. Donc voilà, on voit au fur et à mesure en fait. D'accord. Et quand vous voyagez, c'est vous organisez, avec des baby-sitters? Vous avez un peu d'aide de temps en temps? Comment est-ce que vous faites pour, à la fois travailler et vous occuper d'eux? Alors, bah, quand je voyage, je me lève très tôt. Je me lève vraiment très très tôt, vers 5 heures, 5h30, pour travailler bah, jusqu'à 10 heures, 10h30 à peu près le matin. Après, j'ai la chance de pouvoir travailler que 4 heures par jour environ. Donc, je fais pas des grosses journées de 8 heures, sinon effectivement ça serait compliqué. Donc, je travaille un peu le matin, le soir. Et du coup, quand je voyage, je travaille aussi le week-end un petit peu, voilà, quand j'ai des moments tranquilles et libres. Donc, c'est un peu entrecoupé, c'est vrai. Mais le fait d'être à l'étranger, par exemple, bah, le dernier voyage qu'on a fait, donc on est resté 2 mois à Tenerife, aux Canaries, et bah, tous les après-midi, on sortait. Le fait de voyager permet aussi, enfin voilà, on a vu pas mal de choses, on a fait pas mal d'expériences, on est allé voir le volcan, le TID. C'était l'occasion du coup d'étudier les volcans, parce qu'ils posent beaucoup de questions en fonction des visites que l'on fait. On a fait une sortie pour aller voir les dauphins et les baleines pilotes. Donc là aussi, c'était l'occasion d'en parler. En plus, j'ai choisi une sortie avec un biologiste marin. Donc il nous a emmenés avec tous ses outils, il faisait son travail, il nous montrait son travail. C'était très intéressant et ils étaient très intéressés justement, les enfants. Et on fait beaucoup de musées aussi quand on est à l'étranger. Il y a aussi la langue, la culture qu'ils découvrent. Donc c'est assez riche quand on est à l'étranger. Vous restez longtemps donc du coup à l'étranger, si je comprends bien? Vous restez quelque temps quand même?
Voilà, on au reste même entre endroit? 1 et 3 mois au même endroit. C'est vraiment un voyage lent, voilà, c'est passé un mode de vie. On reste plusieurs mois au même endroit pour avoir le temps justement de faire des rencontres, de bien comprendre la culture, l'ambiance aussi du lieu. Et ouais, c'est à peu près ce qui nous convient, entre 1 et 3 mois au même endroit. Et comment est-ce que vous décidez sur les pays? Est-ce que vous impliquez aussi vos enfants? Est-ce que c'est vous qui faites des propositions? Euh, alors en général, on va d'un pays proche à un pays proche déjà, Oui. pour le niveau financier et puis écologique aussi. On va pas faire des allers-retours autour de la planète. Donc on choisit, on en discute bien sûr. Après, c'est selon les finances aussi, parce que j'ai un budget assez limité quand même. Mais on en discute, voilà. Jusqu'à maintenant, bah là, on a fait l'Asie, donc il y a des pays en Asie qu'on n'a pas fait à cause des visas aussi, parce que à 4, les visas, ça monte assez vite. Donc on choisit les pays en fonction de là où on peut rester le plus longtemps possible sans visa, où en général la vie n'est pas trop chère. Voilà. Et ensuite, au niveau des visites, ça, on voit ensemble. D'accord. Alors quels sont vos projets pour, les années qui viennent? Est-ce que vous avez décidé de voyager, d'ici 1 an ou 2? Vous attendez que la situation se se calme, change? Voilà, bah, en ce moment c'est compliqué, c'est sûr. C'est sûr. Là, on est rentré juste avant le confinement, mi-février, l'année dernière, enfin oui, cette année. On est resté confiné en Charente-Maritime, puis je pensais vraiment que ça serait terminé à l'été, donc on avait prévu de passer tout l'été au Canada. J'avais les billets d'avion et tout, mais voilà, ça a été annulé bien sûr. Donc là, j'ai décidé de rester 1 an à Perpignan, là, au campus Génération. Pour voir bah voilà, le temps que tout ça se tasse et voir par la suite. Donc pour l'instant, je n'ai jamais été autant dans le flou parce que voilà, on ne sait pas combien de temps ça va durer, ce qui va se passer par la suite. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que voilà, ce village de Hans scolaire aussi voilà, m'a fait du bien aussi, enfin, pour le niveau social. Je vois les enfants se sont fait plein d'amis, moi aussi, avec les parents. Donc je pense que genre on redeviendra nomade, mais d'une façon différente. Voilà, je suis en train de réfléchir à tout ça pour l'instant. Justement, surtout avec votre grande fille qui va peut-être aller à l'école, ça va changer aussi la donne de la famille nomade? Oui aussi, parce qu'on risque de se retrouver à 3, puisqu'elle a des concours à passer dans l'hiver. C'est pour ça que de toute façon cette année on pouvait pas trop bouger. Elle a ses concours dans l'hiver, elle a le bac en fin d'année. Si elle réussit tout en septembre, octobre l'année prochaine, elle rentre dans son école. Donc effectivement, elle commencera sa vie d'étudiante. Euh, et on continuerait à 3. Voilà. Donc à voir, peut-être qu'on commencera par voyager en Europe au début, et puis on ira plus loin par la suite. Très bien. J'ai juste une dernière question. Est-ce que vous auriez un conseil à donner aux parents qui commencent l'instruction en famille, qui ont peut-être des craintes et des angoisses? Bah, je dirais de suivre son instinct, d'observer ses enfants. Et on s'imagine toujours que la tâche est difficile au début, et puis finalement, en les observant bien, en discutant avec eux, euh, on finit par changer nous-mêmes notre vision des choses. Et en général, ça se passe très bien. Il faut se lancer. Voilà. Est-ce que vous vous sentez aussi libre que vos enfants? Est-ce que vous-même, ça vous a apporté ça aussi? Oui, oui, parce que bah, il y avait des choses incohérentes voilà, que je faisais apprendre par cœur, le théorème de Pythagore à ma cadette, où voilà, je voyais bien que de toute façon ça rentrait dans une oreille, ça sortait par l'autre, elle n'était pas du tout concentrée. Et au fond de moi, je me disais, mais oui, elle n'en voit pas l'intérêt, donc pourquoi elle va retenir ça? Enfin, c'est valable pour plein de choses, et à côté de ça, bah, elle avait envie d'apprendre d'autres choses, et je lui ai dit d'aller à fond, et là, y aller à fond. Donc ça m'a fait beaucoup évoluer aussi, c'est sûr. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage et j'espère que ça inspirera, je suis sûre que ça inspirera d'autres parents à voyager aussi Merci. autrement.
Oui, On peut vous suivre aussi merci sur, beaucoup. sur Instagram, c'est ça? Et vous avez Oui, un blog? j'ai un blog, Ma tribu en vadrouille, avec bah, tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je donne plus de nouvelles assez récentes sur les réseaux sociaux. Super. Merci beaucoup et bonne année Merci à vous. de sédentaire. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, vous retrouvez dans les notes les références des invités. Vous pouvez bien sûr partager et commenter chacun des épisodes sur votre plateforme d'écoute. Avant de partir, je vous laisse méditer sur les mots d'Alexander Sutherland Neill. Que peuvent nous apporter des discussions sur le français, l'histoire ancienne ou Dieu sait quoi encore, alors que de tels sujets ne valent pas un iota comparé au domaine plus large de l'accomplissement naturel de la vie, de l'épanouissement, du cœur humain. Les parents sont lents à comprendre que l'enseignement donné à l'école n'a vraiment aucune importance. Les enfants, comme les adultes, n'apprennent que ce qu'ils veulent. Tous les prix, toutes les notes, tous les examens ne font que dévier le développement naturel de la personnalité. La majeure partie du travail de classe n'est qu'une perte de temps, d'énergie et de patience. Il vole à la jeunesse son droit à jouer encore et à jouer encore plus. Il met de vieilles têtes sur de jeunes épaules. À bientôt et merci.